Bien. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. S'il vous plaît. Bonsoir à tous. La séance est ouverte. Madame Mendes, vous acceptez d'être secrétaire de séance? Oui, monsieur le maire. Merci. Bien. Alors, avant que vous procédiez à l'appel, je voudrais dire à nos collègues, à l'ensemble de nos collègues, que nous accueillons un nouveau et un ancien conseiller municipal qui est ici, Jean Vivès, que nous retrouvons avec plaisir. En effet, Madame Amri nous a donné sa démission et donc cela a permis à Monsieur Vivès de monter et de revenir sur nos rangs. Ce que j'ai plaisir pour ma part à l'accueillir et convaincu que nous ferons du bon travail. Voulez-vous procéder à l'appel, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire. Monsieur Gérard Trémège. Présent. Monsieur François-Xavier Brunet. Présent. Madame André Doubrère. Monsieur Gilles Craspaille. Madame Anne-Marie Argounès. Monsieur Francis Touillat. Madame Céline Roulet. Monsieur Roger Vincent Calatayud. Madame Marie-Antoinette Cassagne-Rodriguez. Monsieur Jean-Claude Piron. À donner pouvoir à Madame Mendes, il devrait arriver avec du retard. Myriam Mendes présente. Monsieur Michel Forger. Madame Marie-Suzanne Campagnol. À donner pouvoir à Madame Doubrère. Monsieur Pierre Logini. Monsieur Eugène Pourchier. Monsieur Albert Malfait. Madame Anne Candebat-Tréquet. M'a donné pouvoir. Madame Marie-Françoise Crancé. Monsieur Christian Escobedo. À donner pouvoir à Monsieur Forger. Monsieur Jean-François Calvo. Monsieur David Darazabal. Monsieur Michael Ducrot. Monsieur Laurent Texera. Madame Marie-Christine Huin. À donner pouvoir à Marie-Françoise Crancé. Madame Cynthia Perret. Madame Florence Gassan. Madame Delphine Poyer-Girardot. Madame Caroline Tonon. À donner pouvoir à Monsieur Brunet. Monsieur Romain Giral. Madame Elisabeth Arex. Madame Elisabeth Brunet. Monsieur Franck Aubard. Madame Laure Joubert. À donner pouvoir à Monsieur Texera. Monsieur Jean Vivès. Monsieur Jean-Claude Palmade. Madame Christiane Elip. Madame Michel Femme-Baran. Monsieur Laurent Dubouix. À donner pouvoir à Madame Elip. Monsieur Pierre Montoya. Madame Marie-Pierre Vieux. Monsieur Pierre Lagonel. Madame Laurence Ancien. À donner pouvoir à Monsieur Larazabal. Et Monsieur Dominique Montama. Bien. Nous allons aborder les points à l'ordre du jour. Mais auparavant, je voudrais vous dire que nous allons procéder tout à l'heure à l'élection d'un conseiller municipal délégué à la gestion durable et à la valorisation du patrimoine bâti. En effet, par délibération du 23 novembre 2015, un poste conseiller délégué avait été supprimé suite à l'élection de M. Pourchier en tant qu'adjoint de quartier. Et donc, dans le contexte actuel, compte tenu des missions qui sont les nôtres, j'y reviendrai dans un instant, nous procéderons à l'élection d'un conseiller municipal délégué. Et comme nous devons procéder à cette élection à bulletin secret, je souhaite que nous puissions désigner 2 membres en qualité d'assesseurs pour les opérations de vote. Alors, après les 2 plus jeunes, Madame Mendes, qui est secrétaire de séance, Mesdames Arex n'est pas là. Si, hein, j'en voyais pas. Et Elisabeth Brunet. Hein? Elle a un quart d'heure de retard. Donc, Madame Arex et Romain Giral, voilà, je cherchais. Je leur demande s'ils sont d'accord pour, sous le contrôle de la secrétaire de séance, participer à ces opérations de vote qui auront lieu dans un instant. Vous avez devant votre bureau, devant votre place, vous avez un bulletin de vote. Il n'y a pas d'enveloppe, hein, contrairement à ce que vous dites. Voilà, il y a des bulletins de vote que vous pourrez utiliser. Alors, en attendant de
procéder à cette élection. Je vous demande si vous avez des questions à poser sur le compte-rendu des décisions prises en vertu du Code des collectivités territoriales. Monsieur Lagonel. Oui, merci Monsieur le maire. Je vois que nous payons des milliers d'euros pour des consultations juridiques, pour des adhésions à des organismes divers. Mais je trouve dommage qu'on ne trouve pas quelques centaines d'euros pour réparer les volets roulants de l'école Jules Verne. Depuis plusieurs mois maintenant, non, c'est pas amusant, c'est pas amusant. Depuis plusieurs mois maintenant, des enfants de l'école Jules Verne suivent les cours avec les volets bloqués en situation basse. Donc ça fait des mois que ces enfants suivent les cours en lumière artificielle. Donc je vous serais reconnaissant, Monsieur le maire, de bien vouloir procéder à la réparation de ces volets roulants. Merci pour eux. Merci. Y a-t-il d'autres questions sur le compte-rendu? Monsieur Montoya et Monsieur Montama. Monsieur Pierre Montoya. Oui, Monsieur le maire, je voudrais avoir des éclaircissements ou des précisions sur le point numéro 2. Accepter le règlement de la somme de 5 700 € au cabinet Noyer-Cascara, chargé de l'affaire concernant le projet sur appel d'offres portant sur l'exploitation de 2 champs captants de la production d'eau potable. Et ensuite, sur le point numéro 3, sur la définition, l'étude chargée d'une consultation sur la définition des parcs publics de stationnement. Et quelle est la question, Monsieur Montoya? Quelle est la question? La question, vous le dit, le contenu, vous l'avez de façon explicite. Si maintenant vous souhaitez consulter le dossier, il n'y a aucun problème. Mais vous avez là les raisons du règlement de ces honoraires à ces cabinets spécialisés dans les sujets que nous venons d'évoquer, qu'il s'agisse de la redéfinition des parcs publics de stationnement ou des problèmes qui se posent sur nos champs captants et de production d'eau potable. Nous avons devant nous un chantier très important pour la remise en état de nos champs captants. Nous devons revoir quelles sont les relations contractuelles avec les collectivités sur le territoire desquelles ces champs captants se trouvent, à savoir Is et Montgaillard. Donc tout cela mérite une remise à plat et nous avons besoin d'être assistés par le cabinet spécialiste. Monsieur Montama. Merci. Moi, j'aurais souhaité avoir des explications. Je vous les fais une par une. Sur le point numéro 9, vous proposez de renouveler l'adhésion, enfin, vous décidez de renouveler l'adhésion à l'association des Amis de Saint-Jacques, Haute-Pyrénées, mais de régler 200 €. Je ne sais pas, de quoi s'agit-il? Pourquoi on met de l'argent public dans... Je suppose que c'est Saint-Jacques, sous-entendu de Compostelle. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Quelle est la raison majeure? Je ne vois pas trop. Je continue, je vous les pose toutes, comme ça vous avez le loisir de... Non, je vous réponds tout de suite. Ouais. Je vous réponds tout de suite. Il y a plusieurs années, je m'étonne que vous posiez cette question maintenant, parce qu'il y a plusieurs années que nous cotisons à cette association. Pourquoi? Parce que cette association fait un travail important sur notre département, que la ville de Tarbes se trouve sur des variantes du chemin qui passe à Maubourguet et la Toupière, avec des variantes qui vont de Maubourguet à Lourdes, et nous accueillons de temps en temps des pèlerins de Saint-Jacques, et donc nous le faisons en collaboration avec cette association. Voilà. Alors, la réponse. D'accord. Je vois que le ton est donné ce soir. Allez-y, continuez. Non, mais si vraiment on va dedans, tant pis, on y passera la nuit, c'est pas un problème. Hein. Sur le point numéro 19, de mettre à disposition à l'association Boulevard Désert une place de stationnement située au centre technique municipal. Vous parlez de quoi là? Le point numéro 19 des 19. décisions, ouais. Mais ils l'ont déjà, non, la place disponible? C'est pas l'endroit où stationne le tourbus? Oui. D'accord. Et là, vous avez le compte-rendu des décisions qui sont prises. Oui, mais... Donc oui, ils l'ont déjà, bien sûr. Mais est-ce que c'est des décisions qui sont prises?
moi je suis très pro Boulevard Désert, ça ne me pose aucun problème, je suis heureux que ce groupe existe on est heureux dans notre d'apprendre. ville, mais pourquoi leur mettre à disposition? Je crois qu'il doit y avoir une grosse prod derrière qui peut payer une place de stationnement, non? C'est pas ça? Non? Écoutez, c'est un peu... vous n'ignorez pas que nous... À quel titre on leur met quoi, nous louons déjà, contre paiement d'un loyer des locaux dans le bâtiment 116 sur le site de l'Arsenal. Quand on nous demande si on peut rendre service ponctuellement pour que ce car, enfin cet autobus, je ne sais pas ce que c'est exactement, je n'ai même pas vu moi, puisse être garé sur un lieu protégé, ben, écoutez, si on peut rendre service à des jeunes tarbés, bon, on le fait, voilà. Oui, mais moi je suis pour qu'on leur rende service. Mais quand il y a des moyens de production importants derrière qui mettent des tourbus de cette taille, ils peuvent peut-être payer le stationnement. Enfin, c'est ça. Eh ben, et écoutez, sans amputer les jeunes. Sans amputer les jeunes. Je vois que vraiment, ce soir, vous avez vraiment envie de pinailler. Alors donc, on va pinailler, ok. Non, c'est pas de la pinaille. C'est non que, problème. On ne le ferait pas pour tout le monde, c'est ce que je veux dire. Si, mais bien sûr que si. Bon. Mais moi, je répète en préambule que je ne veux absolument pas imputer... Laissez-moi terminer. Je ne veux absolument pas imputer ni Boulevard Désert, que j'apprécie beaucoup et que je suis très fier d'avoir dans nos murs, mais c'est tout simplement pour ne pas faire de cadeau à une boîte de prod qui peut payer un emplacement, c'est tout, quoi. Mais combien il paye? Hein? Bon, ben, il y a une redevance, même pour le bus. Ah ben alors, voilà. Vous voyez, je l'ignorais moi-même. C'est nul et non avenu. C'est nul et non avenu. Parce qu'il y a marqué mise à disposition. Pour vous dire que moi, ça ne me tracasse pas. Je l'ignorais moi-même. Je n'ai même rien dit. Excusez-moi, on a perdu du temps. C'est pas la première fois ni la dernière. Le point 23 aussi que vous avez cité. D'accord. C'est de renouveler la signature avec la SARL Résistude, je vous passe toute la dénomination, pour le parking, donc, ce qui est actuellement un parking pas loin de Broban, là. À l'origine, je pense que ça faisait l'objet d'une mise à disposition. Et maintenant, on va payer? Mais jamais? Il n'y a jamais eu de mise à disposition gratuite. Alors, sur quelle estimation on paye ça? Ben, c'est une estimation qui est faite et qui correspond à peu près à un tiers, qui correspondait à l'époque à un tiers des recettes que nous encaissons sur le site grâce à cette location. D'accord. Donc, d'abord, ça rend service aux commerçants de Halle, ça rend service aux Tarbais, ça rend service aux propriétaires du terrain en attendant qu'ils puissent boucler son projet immobilier, et ça rend service à la ville de Tarbes parce que ça lui permet d'enregistrer des recettes de stationnement que sans cela, elle n'aurait pas. Donc, tout le monde s'y retrouve finalement. D'accord. Vous comprendrez que toutes mes remarques sont par souci de préserver l'argent public, hein, on est bien d'accord. Le point 24, il m'en reste une. Le point 24. Monsieur Montama, parce que vous croyez que nous... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Nous sommes animés par la même volonté de préserver l'argent des Tarbais. Je regarde à l'euro près parce que comme tous les services font des efforts, en contrepartie, j'essaie de voir un petit peu ce qui est justifié ou pas. Le dernier point, je ne serai pas long, c'est de déclarer sans suite la consultation engagée pour la fourniture d'engrais, désherbants, gazon, auxiliaires PBI et produits divers phytosanitaires pour motif d'irrégularité dans la procédure. On peut avoir une explication, erreur dans l'analyse. Pardon? Est-ce qu'on peut avoir une explication? On vous le dit, il y a une erreur dans l'analyse des offres. Oui, mais... Moi, je ne peux rien vous dire de plus, j'en sais rien. Il y a une erreur dans l'analyse des offres, donc on déclare sans suite. Mais une erreur de qui? De nous ou de... Pardon? Une erreur de nous ou de... C'est dans l'analyse des offres. Dans l'analyse des offres. Donc on n'a pas demandé ce qu'il fallait, c'est ça? Mais non. Bon, qu'est-ce qu'on peut répondre? Moi, honnêtement, j'en sais rien en plus. Vas-y, François-Xavier. Alors, on va essayer de faire de la grammaire française. Quand on reçoit, mais M. Montama, vous siégez à la commission MAPA avec nous, donc vous le savez. Quand on reçoit des offres sur des marchés à procédure adaptée, dont c'est le cas d'espèce ici, nous recevons les offres, nos services ouvrent, analysent. On nous soumet en commission le rapport d'analyse des offres. Et donc, nous délibérons. Lorsqu'il y a une erreur dans l'analyse des offres, cette erreur, elle n'est pas faite par le soumissionnaire, par définition. Il ne peut pas analyser les autres offres, le soumissionnaire, par définition. Il a soumis une offre.
Et ça ne peut pas être fait par la commission, puisque ce n'est pas la commission qui procède à l'analyse des offres. Donc c'est forcément une erreur de la part des services municipaux qui, lorsqu'ils ont, ça arrive parfois, ils ont chaque année des centaines et des centaines de dossiers, il y a eu une erreur technique, et donc plutôt que de laisser un dossier avec une erreur dans l'analyse, on reprend à zéro, on annule la procédure, on relance la consultation. Voilà. Merci. Je m'étonne que vous posiez la question parce que vous siégez avec nous, vous voyez comment ça se passe. Hein. Non, mais je voulais avoir un détail de cette erreur-là. D'accord, ok, mais bon, vous voyez que tout est limpide hein, quand même, hein, vous le voyez. Bien, y a-t-il d'autres questions sur ces points? Pas d'autres questions? Monsieur Palmade. Merci, monsieur le maire. Je note que vous avez répondu à toutes les questions, sauf celle sur les volets roulants. Allez-vous laisser les enfants des écoles dans la lumière artificielle? Monsieur Palmade, nous avons, grâce à monsieur Lagonel, qui nous fout une pression dingue, on a décidé de faire le tour de toutes les écoles. Et effectivement, on en est déjà à 6, effectivement, nous constatons que dans les écoles, il y a toujours des points qui méritent d'être améliorés. Et donc, nous sommes accompagnés avec Jean-Luc, Gilles Craspail, des services techniques, et tous ces points sont notés et les réponses sont apportées. Pour l'instant, nous ne sommes pas arrivés à cette école, je ne sais pas quand on y va. Hein? Non, mais demain, ce n'est pas celle-là. Quand on sera à celle-là, eh bien, on fera comme pour les autres. On notera ce qui ne va pas et on l'améliorera. C'est vrai que c'est vachement marrant, Madame Femme. On améliorera les locaux, les aménagements, le matériel, comme on a commencé à le faire. Et on poursuivra jusqu'à ce que l'ensemble des écoles ait été examinées de près, à la loupe. Voilà. Monsieur Palmade. Monsieur Lagonel, monsieur Craspail. Oui, juste pour dire qu'on ne vous a pas attendu quand même, et que évidemment on est au courant de cette situation de volets qui actuellement ça n'a pas été changé parce qu'on ne change pas des volets roulants comme ça par un claquement de doigts. Donc les volets sont commandés, on les attend, la direction de l'école est au courant et ça prend un certain temps. Je suis désolé. Allez-y. Je me permettais d'insister parce que c'est vrai que pour ces enfants, honnêtement, imaginez-vous une salle avec... Mais il n'y a pas que dans cette école que les volets roulants ne marchent pas. Vous avez raison. Dans d'autres écoles aussi. On a constaté que les volets roulants ne marchaient pas. On a commencé à en changer. On a vu qu'il y avait des rideaux dans les classes qui étaient déchirés, il y avait des trous. Tout cela va être changé progressivement. Donc oui, vous avez raison, on est en train de le faire. Ceci étant, comme le dit M. Craspail, il y a belle lurette que M. Jean-Claude Castet fait le tour des écoles et apporte des réponses à des besoins techniques. Malheureusement, les questions sont nombreuses et les réponses, on les apporte au fur et à mesure des possibilités techniques, matérielles et de disponibilité des locaux. Vous avez en partie répondu. Bon, j'ai fait le tour des 27 écoles. Je remercie d'ailleurs les 27 directeurs d'école qui m'ont accueilli très cordialement et de façon très sympathique. Si je me permets d'insister pour l'école Jules Verne, c'est que c'est la totalité des volets roulants qui sont fermés depuis la rentrée, depuis le mois de septembre. Ça a été remonté en conseil d'école. Et c'est vrai que pour des enfants et pour l'enseignant, c'est vraiment très désagréable de faire classe sous un éclairage néon depuis des mois. On a compris. On a compris. Donc merci pour eux d'intervenir au moins pour Jules Verne en urgence. Merci. On a compris, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, je vous demande si vous êtes d'accord pour approuver le compte-rendu de la séance du 15 février dernier. Y a-t-il des questions sur le compte-rendu? Il n'y a pas de questions. Êtes-vous d'accord pour l'approuver? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est approuvé. Bien. Le point numéro 3, comme je vous le disais, nous allons procéder dans un instant à la création d'un poste de conseiller délégué et le point suivant sera son élection.
Je rappelle que compte tenu de l'importance des secteurs relevant de la compétence des communes et de la multiplicité des tâches qui en résultent, nous avons la possibilité de compléter le nombre d'adjoints par la désignation de 7 conseillers municipaux délégués. M. Pourchier ayant laissé son poste disponible, nous allons le pourvoir, car nous souhaitons mettre en valeur et optimiser l'action de ce conseiller municipal délégué en matière de gestion durable et de valorisation du patrimoine bâti. Une lettre de mission très précise sera remise à ce conseiller municipal délégué s'il est élu tout à l'heure. Pour l'instant, je vous demande si vous êtes d'accord pour créer ce poste de conseiller municipal délégué. Y a-t-il des questions? Monsieur Montama. Je vais vous livrer une opinion personnelle là-dessus. Moi, je pense que... je sais, je vais parler plus fort. Je pense que dans les jours qui sont les nôtres actuellement, au travers desquels on essaie de faire beaucoup d'économies et qu'on demande beaucoup d'efforts à tous les services, ce qui se comprend, et jusque-là, je n'ai pas trop de problème là-dessus. Mais je trouve que de créer un poste de conseiller municipal délégué pour la valorisation du patrimoine, alors que nous avons un service architecture, un service urbanisme, je trouve que c'est un petit peu passé, et d'une part, en dessus de la tête des ingénieurs et des architectes très compétents que nous avons, et c'est une occasion de dépenser, je trouve, une somme conséquente, parce que je ne connais pas les indemnités d'un poste de délégué, mais bon, à mon avis, ça doit représenter entre 100 et 150 000 euros par an. Entre 15, excusez-moi, j'ai rajouté un zéro. Non, un délégué, c'est combien? C'est 1 000 euros par mois. Oui, donc ça fait entre 10 et 15 000 euros par an, quoi. Bon, moi, je trouve que ce n'est pas le rôle principal d'un élu. Ce n'est pas un rôle d'élu, ça. C'est un rôle d'architecte, vous voyez ce que je veux dire, d'ingénieur. C'est pas pressant que de créer un poste de délégué à la gestion du patrimoine et à sa valorisation. Ça, c'est mon opinion. Ben, je peux vous dire que si on devait proposer cette mission à un ingénieur ou un architecte, ça nous coûterait beaucoup plus cher. Et que, oui, c'est ça, oui, on peut compter sur les nôtres. Surtout qu'à l'heure actuelle, nous sommes engagés, pour ce qui concerne le bâti, les bâtiments publics, dans des procédures absolument énormes qui concernent l'accessibilité, les économies d'énergie, etc. C'est un boulot colossal que nous devons faire pour voir quelles seront les priorités en matière d'accessibilité, d'économie d'énergie, etc. C'est un travail énorme. Par ailleurs, on ne crée pas un poste de conseiller municipal délégué, il existait avant. Donc, eh bien, le poste qui était occupé par M. Pourchier, maintenant, il sera occupé, si tout à l'heure le conseil municipal est d'accord, par un conseiller municipal qui sera élu à cet effet, avec une lettre de mission très précise, avec des missions très précises, notamment dans le domaine de l'accessibilité, qui est un problème monumental pour les bâtiments publics, et les problèmes d'économie d'énergie, mise en œuvre de moyens dans le cadre du développement durable, etc. C'est un travail énorme. Donc, je ne partage pas votre sentiment. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Montoya. Oui, moi personnellement, je crains que cela fasse doublon avec le travail et les attributions de la commission d'urbanisme et de la commission des travaux. Je suis désolé, je n'ai rien entendu. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui, mais j'essaye. Moi, je pense que ce poste de conseiller délégué fera doublon avec les commissions existantes, la commission des travaux, entre autres, et la commission d'urbanisme. Il y a déjà les structures en place sans créer encore une structure, encore une strate supplémentaire pour la gestion des bâtiments communaux qui, je le rappelle, jusqu'à présent, ont été gérés sans qu'il y ait de délégués, de conseillers municipaux délégués, puisque ces attributions vont déjà dans des commissions existantes et sous la coupe d'adjoints existants. Moi, je répète, je crois que vous ne prenez pas conscience des obligations nouvelles qui nous sont tombées dessus en matière d'accessibilité et d'économie d'énergie.
Ce ne sont pas les membres de la commission urbanisme, de la commission des travaux qui vont aller sur le terrain, procéder à l'inventaire des immeubles, regarder quels sont les problèmes d'accessibilité, consulter les associations comme l'association des paralysés de France, les associations concernées par tous ces problèmes. Je veux dire, c'est un travail énorme. Je regrette que vous n'en preniez pas conscience. En tout cas, nous, on en a pris conscience et c'est pour cela que nous allons créer ce poste. Mais ce poste va dépendre de la commission... J'entends rien. Excusez-moi, cette délégation va être rattachée à la commission urbanisme ou à la commission culture? Pardon? Pourquoi culture? Bah, je ne sais pas, le patrimoine... non, ce n'est pas un problème de patrimonial, c'est un problème de mise aux normes par rapport aux obligations qui nous incombent. Donc ce sera bien évidemment rattaché à l'urbanisme. Et travaux, évidemment, puisque ça va avec. Ce qui sera constaté, il faudra ensuite le mettre en œuvre. Hein? Environnement, oui, il y a les trois, ouais, c'est vrai. Oui, puisqu'il y a le développement durable. Donc travaux, urbanisme, développement durable. Je persiste à dire que tout le type de travaux que vous avez cités sont déjà menés à bien par les architectes. Je fais partie de la commission d'urbanisme et ils nous les soumettent régulièrement en nous posant des questions à qui mieux de l'accès aux handicapés. D'où je mets en doute cette création d'un rôle d'élu. Vous pouvez me donner le nom des architectes en question? Donnez-moi les noms des architectes. Monsieur Di Vita, par exemple. Son collègue, je n'ai plus le nom en tête. Ah ouais, d'accord, on n'a plus le nom, très bien. Aujourd'hui, on n'a pas d'architecte opérationnel. M. Di Vita est arrêté en maladie pendant de nombreuses semaines et je suis désolé, il est déjà submergé par le travail quotidien, il n'a pas le temps de procéder à ses travaux. Voilà, le débat se poursuit, si vous le voulez, sur ce sujet. Y a-t-il d'autres questions? Je soumets cette décision à votre approbation. Ceux qui sont contre le manifestent en levant la main. L'opposition est contre. Parfait. Ceux qui sont d'accord le manifestent en levant la main. Proposition adoptée. Le point suivant. Nous allons procéder à l'élection du conseil municipal délégué à la gestion durable et valorisation du patrimoine bâti. Il est proposé au conseil municipal d'élire le conseil municipal délégué à la gestion durable et à la valorisation du patrimoine bâti à bulletin secret. À bulletin secret. Et je propose la candidature de M. Jean Vivès. Donc, vous avez des bulletins devant vous. Monsieur Bert. Oui, M. Palmade. Vous êtes sûr qu'il faut le faire à bulletin secret? S'agissant de l'élection, oui. D'accord. Parce que sinon, j'allais vous dire par commodité. Non, mais pour la suite, on pourra bon. C'est aussi... D'accord, d'accord. Mais là, on est obligé. Désolé, c'est une élection. Merci. Vous utilisez les bulletins qui sont devant vous si vous jugez utile. Quand vous avez les pouvoirs, oui, on le fait deux fois. C'est vrai que j'ai un pouvoir, moi aussi. Je ne sais plus pour qui j'ai le pouvoir. Pour qui déjà? Monsieur Gérard Trébage. Monsieur François-Xavier Brunet. Madame André Doubrer. Monsieur Gilles Craspaille. Madame Anne-Marie Argounès. Monsieur Francis Touya. Madame Céline Roulet. Monsieur Roger Vincent Calatayud. Madame Marie-Antoinette Cassagne-Rodriguez. Monsieur Jean-Claude Piron. Myriam Mendes, Monsieur Michel Forger, Madame Marie-Suzanne Campagnol. C'est toi, Marie, qui a son pouvoir? C'est qui a le pouvoir? Monsieur Pierre Logini. C'est toi qui tu vas arriver après. Monsieur Eugène Pourchier. Monsieur Albert Malfait, Madame Anne Candebat-Tréquet,
Madame Marie-Françoise Crancé, Monsieur Christian Escobedo, Monsieur Jean-François Calvo, Monsieur David Larrazabal, Monsieur Michael Ducrot, Monsieur Laurent Texera, Madame Marie-Christine Huen, Madame Cynthia Perret, Madame Florence Gassan, Madame Delphine Poy-Girardot, Madame Caroline Tonon, Monsieur Romain Giral, Madame Elisabeth Arex, Madame Elisabeth Brunet, Monsieur Franck Aubard, Madame Laure Joubert, non. Monsieur Jean-Claude Palmade, Madame Christiane Elipe, Madame Michel Fambaran, Monsieur Laurent Dubuix, Monsieur Pierre Montoya, Monsieur Pierre Lagonel, Madame Ancien, Monsieur Montama, j'ai pas dit, pardon, Madame Marie-Pierre Vieux, excusez-moi. J'ai fait tout le monde. Madame Ancien, Monsieur Montama, c'est bon? Ok. C'est clos. Bien, les assesseurs, si vous voulez bien. Jean Vives. Oui, il est membre du conseil municipal. Jean Vives, il peut voter, hein? Il est membre du conseil municipal. Monsieur Jean Vives. Bien sûr. Les assesseurs qui ont accepté la mission, si elles veulent bien se mettre l'une à côté de l'autre pour procéder au dépouillement, l'un à côté de l'autre, pardon, excuse-moi, j'avais pas vu que tu avais le pantalon aujourd'hui. Pour procéder au dépouillement. Alors, si vous voulez, pendant ce temps, on peut leur prêter un siège quand même, non? Prêtez-leur un siège. Pendant ce temps, nous allons examiner le point numéro 5. Monsieur Vives ayant été élu conseiller municipal, il est appelé à siéger au sein de commissions municipales. Là aussi, normalement, nous devrions procéder à des votes à bulletin secret, mais nous avons la possibilité, si le conseil municipal en est d'accord, nous avons la possibilité de procéder à ces désignations par vote à main levée. Est-ce que quelqu'un souhaite qu'il y ait vote à bulletin secret? Non. Bon, merci. Donc, nous nous prononcerons à main levée. Alors, le point numéro 5 est le suivant. Désignation des délégués de la ville dans les commissions municipales, délibération modificative. Madame Amri siégeait dans les 3 commissions municipales suivantes: urbanisme, architecture, infrastructures culturelles, logement, éducation, jeunesse, université, services publics de la restauration et commission du personnel. Suite à sa démission, il est proposé au conseil municipal d'opérer les modifications suivantes dans la composition des commissions, bien évidemment avec l'accord des intéressés. Commission urbanisme, donc M. Vives remplacerait Mme Amri. Commission éducation, jeunesse, etc., serait Mme Roulet qui remplacerait Mme Amri. Commission du personnel, M. Craspail la remplacerait. Commission environnement, développement durable, Mme Roulet est remplacée par M. Vives. Et à la commission des travaux, M. Craspail est remplacé par M. Vives. On voit bien les compétences liées à la mission de M. Vives si elle est acceptée à l'issue du vote. On voit bien qu'il est donc sous la tutelle des travaux, de l'urbanisme et de l'environnement. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter les modifications que je viens
de vous présenter. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Le point suivant, école maternelle et élémentaire. Alors, suite à la démission de Mme Suzac, le conseil municipal a procédé le 21 septembre 2015 à la désignation de M. Pourchier pour siéger dans différentes écoles. Cependant, pour les écoles maternelles et élémentaires Henri IV, où il siégeait déjà, il convient de désigner un conseiller municipal suppléant. Et je vous propose que vous acceptiez comme conseiller municipal suppléant M. Franck Aubart, pour siéger donc au conseil des écoles maternelles et élémentaires Henri IV. Pas d'opposition, pas d'abstention, proposition adoptée. Merci. Le point 7. Madame Amri avait été désignée pour siéger au conseil d'administration du collège Paul-Éluard. À la suite de sa démission, il vous est proposé de désigner M. Jean Vivès pour le remplacer dans cette instance. Même vote, proposition adoptée. Le point numéro 8. Suite à la démission de Madame Amri, il est proposé de procéder à la désignation de M. Vivès pour la remplacer au comité de la Caisse des écoles, à la commission administrative paritaire des catégories C du personnel de la ville et au comité d'hygiène et de sécurité des services de la ville. Pas d'opposition, même vote, proposition adoptée. Alors, le résultat du vote est le suivant. 43 votants, bulletin nul 8, bulletin blanc 1, et le nombre de suffrages exprimés favorables à M. Vivès, 34. M. Vivès est donc élu. Félicitations, M. Vivès. Résultat du vote. Pardon? M. Vivès, allez-y. Oui, merci, Monsieur le maire. Je tiens à vous remercier personnellement de votre confiance, ainsi que l'ensemble du conseil municipal, en tout cas ceux qui ont voté favorablement à cette élection. Et je m'engage par ailleurs à la tenir au mieux des intérêts de la commune de Tarbes pour assurer tout le monde. Merci. Merci, M. Vivès. Vous avez compris que la tâche est énorme. Et j'espère que grâce à votre industrie, vous pourrez démontrer à ceux qui s'interrogent sur le bien fondé de cette désignation, que vous serez capable de leur démontrer que non seulement c'est utile, mais nécessaire. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons demander à M. David Larrazabal de présenter la politique jeunesse de la ville de Tarbes. Donc, M. Larrazabal, vous avez la parole. Merci, Je remercie Mme Eke pour sa présence, pour tout ce qu'elle fait en faveur de la politique jeunesse et de ce qu'elle va faire ce soir pour suppléer M. Larrazabal, car sans elle, il serait bien incapable de faire la moindre présentation. Absolument. Absolument. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit donc de la présentation de la politique jeunesse de la ville de Tarbes, qui est l'émanation de diagnostic que vous avez demandé, Monsieur le maire, en 2011, dans le cadre du projet éducatif local. C'est donc une consolidation du plan éducatif local en direction des 12-25 ans. Ce service jeunesse a bien sûr des relations transversales avec différents services de la ville de Tarbes, notamment avec la petite enfance via le point parent et le point parent habitant, notamment avec l'atelier de Gepetto et bien d'autres services. On va le voir durant cette présentation. Alors, les fondements de la politique jeunesse. Alors, les caractéristiques des jeunes. La jeunesse est plurielle et plastique, elle évolue très vite. Il n'existe pas de réponse unique aux questions de jeunesse. Mener des actions en direction des jeunes est un exercice délicat, car il y a beaucoup de turnover, tous les 2-3 ans environ. La question de la place des jeunes, leur reconnaissance comme ayant un droit de cité légitime est souvent soulevée dans les problématiques territoriales. La politique jeunesse considère le jeune comme une réelle ressource et non comme un problème. Les pratiques et les sociabilités des jeunes se transforment de manière très accélérée. Au détriment de l'immédiateté, nous préférons travailler sur l'engagement. Alors, les jeunes à Tarbes, vous allez voir ici
que les jeunes à Tarbes représentent 25% de la population, 20 000 utilisent les ressources de la ville de Tarbes, il y a 10 000 collégiens et lycéens, 6 000 étudiants et 10 000 résident à Tarbes. Alors, il y a une politique jeunesse assez volontariste. La ville aurait pu très bien avoir une politique jeunesse très cloisonnée à l'âge, mais au contraire, elle considère que le jeune est dans sa globalité, elle considère le jeune dans sa globalité en lien avec les autres tranches d'âge. Alors, il y a 4 piliers: favoriser l'accès aux loisirs éducatifs pour le plus grand nombre de jeunes, mettre en place des actions autour d'une thématique centrale, l'engagement et la citoyenneté, contribuer à la construction du jeune, il est acteur de son futur monde d'adultes responsables. Considérer le jeune dans sa relation au monde des adultes et réciproquement, et renforcer la cohérence territoriale. Alors maintenant, voilà l'arbre des valeurs. Parce qu'une politique jeunesse qui transmet des valeurs, bien entendu, des valeurs qui s'articulent avec celles de la politique générale de la ville. Vous voyez donc l'autonomie, l'équité, l'entraide, la solidarité, l'engagement, le respect, la tolérance et bien sûr les fondements qui sont l'intérêt général, la liberté et la laïcité. Alors, la politique jeunesse est une source de création. Le service jeunesse en 4 ans, donc la ville a su organiser, développer et innover des actions sur l'ensemble du territoire en direction d'un large public. Pour les 12-17 ans, le loisir éducatif et la citoyenneté. Sur les 18-25 ans, un accompagnement socio-professionnel aussi. Et évidemment, en direction des parents et des habitants, un soutien à la parentalité et la médiation sociale. Alors, sur les 12-17 ans, sur l'ensemble du territoire, la ville a su organiser l'accès aux loisirs éducatifs en toute équité et égalité pour le plus grand nombre de jeunes. En 2011, les actions de gré à gré étaient très cloisonnées sur chaque quartier de manière différente. Aujourd'hui, les 4 espaces en vie sont fédérés autour de la politique jeunesse et adoptent le même cadre, c'est-à-dire mettre en œuvre des actions qui répondent aux 4 piliers, appliquer une politique tarifaire adaptée qui n'est pas source d'exclusion, et avoir une organisation différenciée des modes d'accueil correspondant au plus près des besoins des jeunes. Grâce à sa politique jeunesse, la ville de Tarbes est passée d'une culture de gestion à une culture de projet. Alors, l'organisation homogène des modes d'accueil sur les 4 espaces en vie. Nous avons donc le périscolaire, c'est un accueil structuré. Cet accueil est consacré à l'accompagnement à la scolarité, qui reste un enjeu majeur pour les parents très impliqués sur ces temps-là, sur les territoires nord notamment. La clé de réussite de cette action repose sur le degré de partenariat avec les collèges. La présence des jeunes est importante sur ces accueils. Le mercredi après-midi, il y a un accueil libre, une activité structurée. Ce temps est surtout un carrefour de rendez-vous. Les jeunes viennent se dire bonjour, prendre des nouvelles des copains, faire un ping-pong, repartent ou restent pour l'activité structurée, qui peut être du parcours, du foot, de la boxe, de la cuisine, de la danse, enfin tout ce qu'ils veulent. Ce temps-là reste majoritairement consacré à l'entre-soi. Et ensuite, il y a les vacances avec des projets de jeunes et des chantiers. Cet accueil se structure en fonction des projets des jeunes et de leur engagement, en alternance d'accueil, en après-midi, journée et séjour. Ces temps-là remportent la plus grande adhésion des jeunes, quelle que soit leur thématique. Alors, maintenant, on va voir la fréquentation, avec l'augmentation de la fréquentation des espaces en vie liée à la mise en place ou le partenariat dans le cadre des contrats locaux d'accompagnement à la solidarité, c'est-à-dire le CLAS. La capacité à rebondir lors d'un turnover des jeunes tous les 3 ans, ça c'est important, et la qualité des actions proposées, la relation de confiance établie à l'arrivée sur certains territoires de nouveaux jeunes. Alors, pardon ? S'il y a des questions, vous pouvez les poser, allez-y, oui. Voilà, allez-y. Voyez donc. Allez, monsieur Palmade, allez-y. Non, je pense que le rapporteur est en train de commenter une diapo qui n'est pas celle que nous avons sous les yeux. Si ? Ah bon ? Si, vous voyez donc ici, je parlais de l'augmentation de la fréquentation des espaces, et vous voyez ici l'évolution de la fréquentation journalière globale. Vous avez donc en fuchsia la fréquentation en 2011 et en vert la fréquentation en 2015 des espaces en vie. Alors sur le périscolaire, les mercredis,
les petites vacances et les grandes vacances. Voilà. S'il y a des questions, vous pouvez intervenir à tout moment, comme ça, ça sera encore plus vivant. Bien, nous allons voir maintenant la typologie des groupes de jeunes. Sur le périscolaire, les temps de vacances, et après nous allons voir l'âge. Donc, vous le voyez, passe de commentaires, hein, c'est assez simple à comprendre. Hein. Fréquentation des filles, des garçons. On voit sur le périscolaire que les filles sont plus nombreuses que sur les temps de vacances. Et vous avez effectivement l'âge, donc la majorité des jeunes que nous accueillons se situe entre 12 et 14 ans. Alors les actions. Dans toutes les structures jeunesse, les équipes proposent des actions innovantes qui contribuent à développer la responsabilisation, l'engagement et la solidarité des jeunes. Ces actions qui permettent de dépasser les logiques de consommation, des échanges interstructures, la découverte d'autres lieux, d'autres cultures, l'implication des jeunes dans l'aménagement des espaces, dans l'animation de leur quartier et des actions intergénérationnelles. Alors je dis ça parce que lorsque nous sommes lorsque le service a été créé, je l'ai dit précédemment, il y avait des actions de gré à gré et les jeunes étaient très cloisonnés dans leur quartier. Je raconte toujours cette anecdote qui fait que lundi matin, nous demandons à des jeunes du quartier Nord ce qu'ils ont fait le week-end et ils nous répondent « nous sommes allés à Tarbes ». Voilà. Donc il a fallu effectivement décloisonner totalement de manière à ce qu'il y ait un brassage des jeunes des différents quartiers et cela s'opère assez bien aujourd'hui. Alors il y a aussi l'organisation de chantiers solidaires, de chantiers du patrimoine qui permettent aux jeunes d'être utiles et de se sentir utiles. Et la présence des animateurs dans l'espace public pour aller chercher les jeunes, ils vont à leur rencontre. C'est ce qui permet aussi l'augmentation de la fréquentation qu'on a vue précédemment. Hein. C'est-à-dire que les jeunes, on est allé un petit peu les voir sur leurs espaces, on est allé un petit peu les chercher. Voilà. Alors, voilà, ici nous voyons ces actions. Nous avons un partenariat très intéressant qui a été signé avec le Parc national des Pyrénées. Et dans ce cadre, nous voyons les jeunes ici qui sont allés installer un composteur dans un refuge à la montagne. C'est le refuge de Ayous. Alors, il y a eu aussi un partenariat. Alors, on peut revenir à la diapo précédente, s'il vous plaît. Voilà. Il y a eu aussi, dans ce cadre-là, un partenariat avec le CIMAT sur comment fabriquer un composteur. Donc, ce sont les jeunes qui ont fabriqué le composteur et ensuite qui sont allés l'installer. Donc, ils sont montés au refuge. Ils y ont passé une nuit après avoir installé le composteur. Et c'était très intéressant parce que énormément de jeunes regardent les Pyrénées depuis Tarbes, mais beaucoup n'y avaient jamais mis les pieds, en tout cas pas l'été. Il nous arrive de faire des sorties ski, mais ils ne connaissaient pas du tout la montagne l'été et beaucoup, au retour, étaient très étonnés. Ils m'ont dit, vous savez monsieur, qu'il y a des Américains et des Japonais dans les Pyrénées, voilà, qui viennent visiter les Pyrénées. Donc voilà, ça a été une bonne expérience et nous allons renouveler, je l'espère, d'ailleurs c'est en cours, le partenariat avec le Parc national. Alors ici, évidemment, il y a des actions solidaires fréquentes. Ici, nous sommes sur l'espace en vie sud avec la collecte de jouets pour le secours populaire. Ici, un Scrabble géant qui a été confectionné par les jeunes aussi de l'espace en vie sud, qui a été placé place de Verdun mercredi après-midi et il a été placé dans d'autres endroits aussi, quelque chose qui marche assez bien. Voilà les échanges interstructures dont je parlais tout à l'heure avec des jeunes de différents quartiers qui se découvrent surtout. Là, au gouffre d'Esparros, pour l'environnement et le patrimoine, bien sûr, et l'histoire. Ici, les animations sur le quartier ouest, Solazur. Des projets intergénérationnels, ici il s'agissait d'accompagner 2 jeunes de l'IUT dans le cadre d'un projet tutoré. Ce projet a été fait avec une association avec la Maison Logement Foyer et des jeunes, et notamment 7 jeunes de Mouissé, sur la fabrication d'instruments de musique. Et ensuite, il y a eu la restitution, le temps de restitution, où les résidents de la Maison Logement Foyer ont joué et ont fait un concert avec tous les jeunes. Voilà. Une très belle après-midi.
Alors, les mini-séjours, ce sont des temps de partage qui renforcent les liens et permettent un réel travail dans divers domaines. La découverte, l'autonomie, la rencontre d'autres jeunes, d'autres horizons, mais aussi la prévention. En dehors de leur environnement naturel, les jeunes ne sont plus captifs et à l'écoute. Ils sont souvent ouverts aux notions de la vie en collectivité, d'apprentissage des valeurs solidaires et citoyennes. En 2015, 19 mini-séjours très variés ont été organisés avec et pour les jeunes. Alors, il y a eu un camp itinérant. Alors oui, alors ici, nous avons il y a effectivement 350 jeunes qui ont participé à ces mini-séjours en 2015, donc 19. Et alors voilà, ici, on le voit, ce sont des jeunes du quartier sud qui ont travaillé 2 ans à préparer un projet de voyage à Londres. Et là, on les voit évidemment à Londres. Ici, le quartier nord, avec un voyage à Paris qui comprenait une visite à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que le service s'appelle Service Jeunesse Vie Citoyenne. Culture et patrimoine, donc ici on est à Montaner, avec la découverte donc, des festivités médiévales à Montaner. Là, nous sommes en Espagne, dans les canyons, pour des activités plus sportives, mais de découverte aussi. Et ici, le canal du Midi, c'était donc l'été dernier aussi, avec un camp itinérant à bicyclette entre Carcassonne et Narbonne. Ici, nous sommes avec nos voisins espagnols dans le cadre d'Interaventure, et nous sommes au pic du Midi. Et voilà. Alors, en 2013, donc, Monsieur le maire a signé la convention relative à l'organisation des mesures de responsabilisation qui s'intègrent dans le cadre du plan départemental de prévention de la délinquance. Nous avons accueilli dans les divers services municipaux 20 jeunes qui ont fait l'objet d'un accompagnement, qui sont issus soit de lycée, soit de collège. Et donc, ils ont été accueillis au service jeunesse, au service éducation, au CERF municipal, au pôle paysage et espace public, à Tarbes-en-Seine, au centre technique et au pôle sécurité. Alors, depuis 2 ans, nous avons un animateur qui intervient dans le cadre du foyer socio-éducatif du collège Victor Hugo auprès de 50 jeunes. Et son rôle est de sensibiliser les jeunes sur les actions de la ville. Cette intervention a été faite à la demande du collège Victor Hugo. Et ça se passe très très bien. Alors, il faut porter une attention particulière sur la participation des filles. Je l'ai dit tout à l'heure, elles sont effectivement très présentes lors du périscolaire et beaucoup moins lors des grandes vacances. Alors, on espère qu'elles seront plus nombreuses cette année. C'est vrai que lors du périscolaire, on peut dire que les filles sont certainement plus sérieuses et qu'elles ont le souhait de réussir. Mais pendant les grandes vacances et même les petites vacances, elles sont moins nombreuses sur les activités. Alors, il faut expérimenter dans les domaines de progrès, il faudra expérimenter les dispositifs permettant de s'adresser plus particulièrement aux 15-17 ans, consolider l'action sur le territoire Est. Le territoire Est n'a jamais été abandonné par la ville de Tarbes. On connaît tous les difficultés que nous avons eues sur Mouissé. Mais ce territoire qui a été par contre, hélas, délaissé par d'autres partenaires, la ville de Tarbes ne l'a jamais délaissé. Et aujourd'hui, grâce à des collaborations, notamment avec l'association Portes Ouvertes, nous avons depuis 2013 un animateur qui intervient dans le cadre du contrat local d'accompagnement à la solidarité. Et grâce à la relation de confiance qui s'est établie, l'animateur intervient depuis septembre les mercredis et prend en charge un groupe de 12 jeunes. Il se familiarise ainsi avec les espaces en vie sud et centre et rencontre d'autres jeunes. Voilà. Alors, maintenant, sur les 18-25 ans. Depuis 2011, le BIJ, le Bureau Information Jeunesse, est passé d'un mode de représentation à un mode d'accompagnement individuel. Le Bureau Information Jeunesse accompagne aujourd'hui 80 jeunes par an, dont 28 issus des quartiers. Alors vous avez ici les domaines d'intervention, donc l'orientation, les aides financières, la recherche d'emploi et la formation. Alors, le BIJ développe ses actions dans le domaine du babysitting notamment. 45 jeunes de 18 à 21 ans sont inscrits sur ce dispositif, ainsi que 25 familles. Dans le domaine du logement étudiant, traitement et suivi de 300 offres par an.
Autour du point cible, 563 consultations pour la recherche d'emploi, l'accès aux réseaux sociaux et aux moyens de transport, SNCF et Blablacar par exemple. Et pour l'élaboration du guide de l'étudiant renouvelé tous les 2 ans, tiré à 7000 exemplaires, il est consultable aussi sur les réseaux sociaux avec une application QR code. Alors le BIGE hors les murs. En 2015, le BIGE a animé 54 interventions scolaires en direction d'un large public. 12 pour les élèves de seconde et première, découverte des organismes de formation et des différentes filières, comme le GRETA, l'AFPA, la mission locale, etc. Et 18 pour les élèves de terminale, le post-bac et le DSE. 24 pour les étudiants en enseignement supérieur et aides diverses. Le BIGE assure une permanence tous les mardis de 12h30 à 14h au Crous, d'avril à juin. En 2015, le BIGE a été labellisé service public de l'orientation par le Conseil régional pour la mission de niveau 1, information des publics. Alors, parce que les questions d'engagement et de volontariat des jeunes sont très prégnantes dans le cadre de la politique jeunesse de la ville de Tarbes, nous avons souhaité rendre lisible son action en s'appuyant sur différents dispositifs, ainsi que, alors, il y a une jeune italienne aujourd'hui qui est accueillie dans le cadre du service volontaire européen pour une durée d'1 an. Cette initiative permet aux jeunes des structures d'être sensibilisés concrètement sur la mobilité européenne et le volontariat. Il y a 2 jeunes qui sont en mission dans le cadre du service civique et qui constituent un tremplin vers l'élaboration d'un projet professionnel. Et une jeune qui bénéficie d'un contrat d'apprentissage avec une formation BPGEPS en alternance. Alors, nous allons organiser une journée sur le thème Ma vie quotidienne, se loger, se restaurer, se déplacer, dans le cadre de la semaine de l'étudiant en octobre. Je vous rappelle que cette année, nous n'avons pas fait la journée de job d'été. Nous ne l'avons pas fait cette année, c'est la 2e année. Nous sommes confrontés, comme tout le monde, à la crise et les entreprises sont confrontées aussi à la crise. Nous sommes face à une baisse considérable des offres sur les jobs d'été et donc nous avons souhaité ne pas faire une journée de job d'été avec une offre extrêmement pauvre, ce qui n'aurait pas servi à grand-chose. Par contre, les jeunes qui le souhaitent vont au BIGE et sont dirigés sur les offres que nous recevons en direct au BIGE, de toutes les structures, que ce soit des structures associatives, d'animation ou des entreprises. Et ensuite, nous souhaitons organiser donc une journée sur le thème les tremplins de l'emploi, dispositifs liés à l'emploi, avec des témoignages des jeunes, en février. Voilà, la ville de Tarbes, oui, nous sommes sur le thème des parents et habitants. Alors, la ville de Tarbes positionne la question de la parentalité comme un enjeu, souhaite mettre l'accent sur la responsabilisation des parents pour affirmer leur importance à leurs yeux et à ceux de leurs enfants. Il faut soutenir l'action éducative des parents et c'est reconnaître la valeur de la nécessité, se basant sur les constats relevés par les acteurs locaux, le lien entre comportement déviant de mineurs et fragilité de l'autorité parentale est souvent pointé. Alors sur le territoire nord, sur le point parent, il y a l'acquisition des bases de la langue, l'ouverture culturelle et artistique, l'organisation des loisirs partagés, les parents, enfants et jeunes, des discussions et des débats qui font partie des activités quotidiennes. 80 parents fréquentent ce lieu. Les médiatrices sociales accompagnent aussi d'autres parents sur du suivi individuel. 75 personnes ont été reçues pour les domaines d'intervention variés dont vous voyez ici le tableau, donc avec les thèmes comme l'habitat, l'emploi, l'action sociale évidemment et l'éducation. Alors, sur le territoire ouest maintenant, la médiatrice sociale reçoit sur rendez-vous individuel les habitants pour dégrossir, on va dire, les situations dans les domaines que vous voyez, concernant l'habitat, l'emploi, le social et l'économie. Et la médiatrice a honoré 512 rendez-vous en 2015, ce qui est considérable. Sur cet espace, 542, moi ce qui est considérable. Voilà. Sur le territoire ouest toujours, vous avez l'espace en Viscoto, c'est un lieu destiné à favoriser la rencontre intergénérationnelle et la mise en œuvre de projets collectifs au bénéfice des habitants du territoire. Son taux d'occupation aujourd'hui est de 90%.
Donc on y retrouve les associations dont j'ai parlé tout à l'heure et les interventions de la ville, avec le GPTO en balade, l'association Portes Ouvertes, Coup de pouce, Densité par exemple. Et donc il y a des cours d'alphabétisation, des ateliers, et des ateliers enfants, parents, habitants, et des ateliers enfants. C'est un espace qui s'est rapidement mis dans un ordre de marche, même si au début nous avons eu quelques accros, mais c'était vraiment du rodage. Aujourd'hui, c'est un espace qui fonctionne très bien. Sur le territoire sud, alors l'animation d'un café des parents sur le territoire sud qui permet d'accompagner 12 parents sur des initiatives collectives et du suivi individuel sur rendez-vous. Alors cet espace a été mis en place en décembre 2015. La présence de la médiatrice sociale dans l'espace public pour aller à la rencontre de nouveaux parents, c'est un petit peu innovant, mais c'est aussi une animation qui fonctionne bien. C'est donc le mercredi matin sur l'espace sud. Alors en 5 ans, la ville de Tarbes a investi près de 3 millions d'euros dans la politique jeunesse. Et voilà ce que représente donc une heure passée par un jeune dans un espace en vie, c'est-à-dire à 6,30 €. Vous avez d'un côté la participation de la ville et de l'autre côté la participation de tous nos partenaires que je remercie ici. Donc la CAF, l'État, le GIP, le conseil départemental et bien sûr la participation des familles. Alors, la politique jeunesse reçoit un soutien important des partenaires, je viens de le dire, ce sont des partenaires institutionnels qui témoignent ainsi leur reconnaissance envers la qualité des actions de la politique jeunesse. Donc, 100 000 € de budget de fonctionnement, 578 de masse salariale, dont les recettes représentent 25% de la dépense totale, comme vous le voyez ici, déclinée. Alors, je tiens à dire un grand merci à Monsieur le maire, d'abord pour avoir créé ce service dont on voit aujourd'hui la nécessité. Je remercie bien entendu tous les services de la ville avec qui nous travaillons en transversalité en permanence, qui vont des services techniques bien entendu, jusqu'au service de la restauration, service de l'éducation, service culture, enfin tous les services de la ville parce que nous avons une grande transversalité. Moi, je tiens à remercier Patricia Eke pour son professionnalisme. Elle a su faire de ce service un service maintenant important de la ville. Je tiens aussi à remercier la totalité des agents de ce service qui vont apparaître ici. C'est une équipe de 22 personnes en parité totale et dont on retrouve les 2 services civiques et le service civique européen. C'est un service d'une moyenne d'âge de 40 ans. Remercie aussi les services comme le PRE avec qui nous travaillons et j'espère que ce service va avoir un bel avenir parce que c'est un service qui est devenu nécessaire maintenant à la ville et je vous remercie encore Monsieur le maire de la confiance que vous nous avez témoignée. Merci Monsieur Razabal. Moi je voudrais à mon tour vous dire combien nous avons apprécié lorsque vous nous avez présenté en bureau municipal ce que vous nous présentez ici aujourd'hui, combien nous avons apprécié l'action qui est menée en direction des jeunes dans notre ville. Je pense que cette présentation, qui n'est pas exhaustive, mais qui est quand même assez complète, nous donne une idée de l'ampleur de l'engagement des 22 personnes que vous venez de remercier, sous votre autorité, celle de Patricia Eke. C'est un travail formidable qui se fait. Malheureusement, il n'est pas connu, puisqu'il y en a qui pensent qu'on ne fait rien en faveur de la jeunesse, il y en a qui pensent qu'on ne fait rien du tout. Et là, au moins, ça a le mérite de mettre les choses au clair. Et je souhaite que, comme je vous l'ai déjà dit, que nous puissions communiquer largement sur ces actions qui sont énormes en faveur des jeunes. En tout cas, merci à toutes et à tous, et j'espère que nous pourrons continuer et peut-être un peu plus dans la lumière, comme vous le méritez. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Palmade. Merci. Que dirais-je de cette présentation? On va la digérer un peu et vous nous ferez passer les documents, j'imagine. Sur le dernier point, vous avez bien fait de remercier le maire de Tarbes, mais lorsque vous dites que ce service a été créé sous cette municipalité, vous faites une petite erreur historique puisque le service existe bien sûr depuis longtemps, mais c'est anecdotique et ce n'est pas là-dessus que je veux intervenir. Il y a un chapitre
qui s'appelle, dans votre exposé, les améliorations à rechercher, ou quelque chose comme ça. C'est pas le titre exact. Et dans ce chapitre, vous avez indiqué comme cela, c'est pas écrit, mais dans votre propos, que le quartier est de la ville de Tarbes n'avait jamais été abandonné par la ville, contrairement à d'autres institutions. Alors, ce sous-entendu, vous nous direz quelles sont les institutions qui ont abandonné le quartier Mouisset. Bon. Il y avait dans cette diapo, d'ailleurs, mais c'est passé tellement vite, je n'ai pas pu le noter, une référence à la politique de la ville et au quartier prioritaire. Il était écrit politique de la ville quelque part. Alors, dans ce cadre, je voudrais relever l'action du GIP politique de la ville. Le GIP politique de la ville qui réunit le Grand Tarbes avec la ville de Tarbes, qui réunit l'État et le conseil départemental qui sont les principaux financeurs. Et je ne voudrais pas qu'on fasse d'amalgame par rapport à cet abandon que vous avez stigmatisé. Il faut en effet, à Mouisset, passer la vitesse supérieure. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Il faut en effet, à Mouisset, tirer un trait sur ces épisodes navrants qui sont allés de mise en place d'un foyer, de saccage de ce foyer, etc., et qui a laissé les populations dans l'embarras. Le Conseil citoyen de Mouisset élabore un certain nombre de propositions qui sont, je crois, intéressantes. Plusieurs élus ici dans cette Assemblée sont membres du conseil d'administration du GIP et ils n'ignorent pas tout cela. Nous avons d'ailleurs rencontré Monsieur le maire dans ce cadre-là, lequel a prêté une oreille attentive à ces diverses propositions. Et je formule le vœu pour conclure que tous ensemble, nous fassions en sorte que le quartier Mouisset ait les égards auxquels il a droit. Monsieur Larrazabal. Merci, Monsieur le maire. Oui, Monsieur Palmade, lorsque je dis que nous ne l'avons jamais abandonné, lorsque nous sommes arrivés en 2011 sur le quartier de Mouisset, il y avait quand même une certaine déshérence Et oui, il y avait une certaine déshérence au niveau de l'accueil et au niveau du suivi. Notamment, l'association de prévention spécialisée avait disparu du quartier, ne s'y rendait plus. C'est une réalité, vous savez, ce n'est pas une critique, voilà, c'est une réalité. Moi, je suis très heureux qu'aujourd'hui les choses soient... que certains partenaires viennent aujourd'hui nous rejoindre sur ce quartier, que nous l'avons, je le répète, jamais abandonné. Nous avons toujours été auprès des jeunes de ce quartier, en tout cas des parents aussi. Je remercie ici l'association Portes Ouvertes de nous avoir accueillis et de continuer à nous accueillir, de nous donner la possibilité d'être présents sur ce quartier et de tendre la main à tous ceux qui veulent bien la saisir. Ils sont nombreux. C'est un quartier qui ne mérite pas ce qui lui est arrivé. Et je suis d'accord avec vous, Monsieur Palmade, donnons-nous aussi la main pour faire de ce quartier ce qu'il doit être, c'est-à-dire un quartier paisible, un quartier où il doit faire bon vivre, et un quartier où la jeunesse et toutes les générations vivent ensemble, chose qu'elles ont eu beaucoup de difficultés à faire aujourd'hui. Et aussi, je veux penser aux riverains, c'est-à-dire les gens qui sont autour de Mouisset, qui habitent autour de Mouisset et qui ont vécu aussi... par le passé, je l'espère maintenant, j'espère que tout va s'améliorer, hein, Monsieur Palmade. Moi, je fais confiance à votre conseil citoyen, je fais confiance à toutes les actions qui peuvent être menées dans le bon sens. Il faut que ce quartier retrouve ce qu'il fut, c'est-à-dire un quartier paisible, un quartier où il faisait bon vivre. Et nous y attelons, et je vous remercie en tout cas de nous tendre la main comme nous l'attendons aussi. Merci, Monsieur Larrazabal. Madame Doubrère. Merci, Monsieur le maire. C'est un débat intéressant que nous avons ici ce soir sur la jeunesse. Et comme l'a dit M. Larrazabal en préambule, la jeunesse commence à la petite enfance. Je profite donc de cette présentation pour aborder un problème important qui est celui
de l'accompagnement à la parentalité. Le soutien à la parentalité, c'est aujourd'hui préconisé par une politique familiale nationale, relayée par la Caisse nationale d'allocation familiale et bien sûr suivie par la Caisse d'allocation familiale locale. Monsieur le maire, lorsque nous avons créé la crèche Les Crayons de couleur en 2006, vous aviez voulu que nous créions en même temps l'atelier de Gepetto, déjà par souci de parentalité. Et au fur et à mesure des besoins de territoire et des préconisations de politique nationale, nous nous sommes donc adaptés et depuis 2 ans, nous avons Gepetto en balade. C'est quoi Gepetto en balade? Alors, vous aviez raison, monsieur le maire, de me dire tout à l'heure, en balade, voilà. Eh bien, ce sont des professionnels, des jeunes professionnels, qui se rendent dans les quartiers, qui travaillent avec l'ensemble d'ailleurs aussi des accompagnements de la parentalité du département en complémentarité, donc pas supplémentairement, mais en complémentarité. Et nous nous apercevons qu'il y a de véritables besoins. Je vais juste prendre quelques chiffres pour 2015. Sur le quartier Lobadère, 377 enfants, 38 ateliers. À Lormeau, 394 enfants, 32 ateliers. Saulazur, 34 ateliers, 291 enfants. Le coût de Gepetto en balade, sur total plus de 1000. Le coût de Gepetto en balade, c'est 180 000 €, suivi à moitié par la Caisse d'allocation familiale. Donc, ce n'est pas un coût exorbitant. L'an dernier, lorsque nous avons présenté ce dossier à la politique de la ville, il avait été accordé 5 000 €. Cette année, ce sera 0. Nous allons siéger demain soir en conseil d'administration du GIP et ce sera 0. Alors, à l'heure où plus que jamais, nous avons des familles monoparentales dans nos quartiers, aux multicultures, où ces professionnels, non seulement vont faire des ateliers ludiques pour les enfants, mais approchent les parents et font tout ce travail avec les parents. Moi, je trouve un peu sévère pour ces professionnels. Nous, Ville de Tarbes, on n'a pas attendu les financements de la politique de la ville pour cette action innovante, connue et reconnue de nos habitants. Les enfants, je n'en parle même pas, monsieur Larrazabal l'a souligné. Donc, moi simplement, le regret que j'ai, c'est pour le dynamisme, c'est pour l'engagement de nos professionnels et le bon travail qu'elles font sur nos quartiers. Merci. Ce que vous venez de dire me choque d'autant plus que quand même, je me permets de rappeler que dans le financement du GIP et de la politique de la ville, via le Grand Tarbes, il y a 1/3 du financement qui provient de la ville de Tarbes. Ça me surprend qu'on ne tienne... Pardon ? Mais laissez-moi terminer d'abord, si vous voulez bien. Bon, donc ça me surprend un peu, ce qui me semble vouloir dire que quand il s'agit des actions et des opérations que nous menons, on est plus rapide à nous donner des leçons, et quand il s'agit de les accompagner, on est un peu moins rapide. Voilà. Monsieur Palmade. Merci à monsieur Larrazabal de la réponse qu'il a faite à mon intervention, qui était, je crois, une intervention tout à fait consensuelle. Je n'en dirai pas autant pour madame Doubrère, qui est dans la polémique. Vous étiez dans la polémique, madame Doubrère, à la dernière... Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ce qu'elle dit? C'est tout. Mais j'y viens. Elle polémique pas. J'y viens. Madame Doubrère est, disais-je, dans la polémique.
Elle a été dans la polémique le soir de la réunion du Conseil communautaire où il est intervenu contre le GIP sur un autre sujet. Je ne me rappelle pas le sujet sur lequel vous êtes intervenu. Elle intervient aujourd'hui. Madame Doubrère, il faudrait que vous ayez en tête ce que je peux appeler une certaine déontologie démocratique, qui s'appuiera qui s'appuiera sur deux piliers. J'y vais. Le premier pilier, c'est celui-ci. Dans une structure, dans une institution, il y a des débats. Et au GIP politique de la ville, les débats se font, pour commencer, avec les techniciens, sont poursuivis par le bureau du GIP politique de la ville et arrivent enfin, pour leur conclusion, dans le conseil d'administration. Mme Doubrère vient de dire que le conseil d'administration du GIP politique de la ville, et je confirme, se réunit demain. Je n'y suis pour rien, Madame Doubrère, si les techniciens ont jugé qu'il n'était pas utile sur les 180 000 € d'ajouter 5 000, je ne suis pas responsable si le bureau a jugé qu'il n'était pas utile d'ajouter 5 000 sur un budget de 180 000, et nous verrons ce que dit demain le conseil d'administration. Mais avant que le conseil d'administration se réunisse, je ne me serais pas permis, quant à moi, c'est ma conception déontologique dont je parlais tout à l'heure, de m'exprimer avant que la chose ne soit jugée. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Alors, pour quelles raisons? Pour quelles raisons les techniciens, pour quelles raisons le bureau n'ont pas mis cette année les 5 000 qu'ils avaient mis l'année précédente? Pour la raison suivante, elle sera réexpliquée à Madame Doubrère demain. Il y a sur la politique de la ville 3 piliers. Un pilier qui s'appelle l'emploi, un pilier qui s'appelle la vie citoyenne et un pilier qui s'appelle la vie sociale. Il se trouve que dans les appels à projets que nous avons eus cette année, il y en a eu très peu sur l'emploi et nous voulons vraiment insister sur ce secteur, mais en revanche, il y en a eu pléthore et abondance sur le volet vie sociale. C'est la raison pour laquelle il a été fait et il est proposé au conseil d'administration d'entériner ce choix de mettre les 5 000 € sur une autre association que sur la ville de Tarbes, pour qui les choses ne changent pas grand-chose, qu'elle est ou qu'elle n'est pas, les 5 000 € sur un budget de 180 000. Bien, on a compris qu'au GIP, c'était les techniciens qui décidaient. Monsieur Craspail, allez-y. Je viens de dire le contraire, puisque je viens de dire que c'était le conseil d'administration qui décidait. Mais on verra demain. Vous ne m'avez pas écouté. On verra demain. Vous êtes meilleur pour donner des leçons que pour les appliquer à vous-même. Pas du tout. Monsieur Craspail, allez-y. On verra demain, Monsieur Palmade. Je voudrais tout d'abord remercier David Larrazabal pour la présentation qu'il nous a faite et Patricia Eke pour son implication. En 2 mots, très vite, ça a été dit évidemment. Je voudrais revenir juste sur la mise en perspective en disant, contrairement à ce qui a été dit, évidemment, autrefois existait un service qui s'appelait Vie associative jeunesse. Mais enfin, Vie associative jeunesse, c'était surtout vie associative. Et puis un peu jeunesse. Le travail que nous avons mis en place depuis 2001 a consisté à une mise en puissance de cette politique jeunesse tout au long de ces 15 dernières années. Comme ça a été rappelé par David, ça a démarré avec la réalisation du projet éducatif local, le PEL, qui a construit en fait la structure qui a permis d'élaborer cette politique jeunesse dans son ensemble, qui s'est appuyé sur, et c'est le point d'orgue qui a été mis en avant lors de cette présentation, sur dernièrement la mise en place d'un service jeunesse spécifique qui n'existait pas précédemment et qui a permis justement de valoriser toutes les actions directes en faveur de la jeunesse. Ce qui n'exclut pas tout l'environnement qui a accompagné ce service jeunesse qui s'est mis en place, à savoir la mise en place de tout le périscolaire autour des ALAE et qui est toujours du ressort du service éducation, la mise en place du dispositif de réussite éducative en 2006 et qui continue à fonctionner, et l'extrascolaire que l'on nous a présenté
et qui tourne notamment autour des centres de loisirs. Alors je voudrais juste, pour ne pas être trop long, revenir dans cette mise en perspective sur le fait que tout au long de ces années qui nous ont permis de bâtir cette politique jeunesse qui aujourd'hui a véritablement pris son rythme de croisière, je dois dire que la ville de Tarbes n'a pas été beaucoup aidée par ailleurs. Si nous avons eu un partenaire, la Caisse d'allocation familiale, un partenaire, pas 2 ni 3, un. En particulier, puisqu'on vient d'en parler, et puisque vous n'aimez pas la polémique, tant pis, on va continuer, mais moi je suis désolé de vous rafraîchir la mémoire, mais je me souviens que quand on a mis en place les centres de loisirs, je me souviens que les centres de loisirs de proximité, on en a mis en place 5, 4, il y en avait 2 en particulier qui ont été municipalisés. Et je me souviens qu'à cette époque-là, ces centres de loisirs, ils étaient fortement soutenus par la politique de la ville. La première chose qui a été faite lorsqu'on les a municipalisés, ça a été de supprimer les soutiens de la politique de la ville à ces centres de loisirs. Croyez que je le regrette, ça aurait pu être fait de manière plus concertée et plus consensuelle, justement. On aurait pu envisager quelque chose d'un peu plus progressif et d'un peu plus efficace. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons un des centres de loisirs qui est Méli-Mélo, qui fonctionne totalement intégré dans les services municipaux. L'autre centre de loisirs, il a disparu, il s'appelait Tic Tac. Et aujourd'hui, c'est devenu en fait le centre, enfin, ça a été remplacé par le centre Bel Air dans le même quartier. Mais je voulais quand même vous rappeler ces faits historiques parce qu'on n'a, je le répète, pas été beaucoup aidé. Aujourd'hui, notre perspective, elle existe. Il y a encore des pans de développement envisageables. Nous étions en réflexion sur un projet éducatif local de seconde génération pour justement relancer et réfléchir à des projets qui sont en place depuis longtemps, comme par exemple celui du périscolaire. Nous y repenserons. Ça a été pour le moment un peu mis en stand-by. Pourquoi? Parce que c'est venu s'interchoquer avec les projets que nous ne maîtrisons pas par ailleurs, à savoir la mise en place des rythmes scolaires, qui sont venus nous percuter de plein pied. Et comme à l'habitude, moi ce que je constate, c'est que vous, comme vos amis, que ce soit ici ou au gouvernement, ceux en tout cas qui ne vous gênent pas, c'est de transférer des charges aux collectivités, à la mairie de Tarbes en particulier, parce que là on les a pris en termes de jeunesse systématiquement. Alors hier, c'était le retrait de la politique de la ville lorsqu'on mettait en place les centres de loisirs. Ensuite, c'était les rythmes scolaires qu'il a fallu assumer. Bon, j'espère que maintenant, on pourrait inverser la vapeur, puisque vous parlez de travailler ensemble, que l'on pourrait inverser la vapeur et peut-être se mettre à faire des projets ensemble, plutôt que nous à assumer tous ceux dont vous vous déchargez les uns ou les autres. Monsieur Montoya. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, le tableau qui nous a été présenté a au moins le mérite de tenter de pallier à certaines conséquences, c'est-à-dire les difficultés que rencontrent les jeunes. C'est donc qu'il manque un volet dans la présentation qui a été faite, c'est celui de l'emploi des jeunes et de leur précarisation. Oui. Et le mouvement actuel, d'ailleurs, en est en partie l'illustration de ce que ressentent ces jeunes et de ce que ressent la jeunesse. Et je dis que la situation est de plus en plus difficile pour ces jeunes. Alors on peut toujours, et ça fait penser un peu au tonneau d'Anaïde, où on essaye de pallier à une situation qui est créée bien en amont, dont nous ne sommes pas ici responsables, mais dont on exige que l'on en soit comptable. Et malheureusement, heureusement pour certains, parce qu'effectivement, quand il n'y a rien, c'est pire que tout. Donc on tente par quelques opérations sociales, caritatives, de maintenir ces jeunes la tête hors d'eau. Mais si on avait sur ce tableau effectivement brossé la situation que rencontrent les jeunes, eh bien,
et ce bilan subi par la jeunesse, je crois que le tableau eût été complet. Moi, je vous approuve, Monsieur Montoya. Je vous approuve. Effectivement, on aimerait bien pouvoir présenter un volet emploi si c'était dans nos compétences. Et ce n'est pas au moment où, justement, on va taxer les CDD que ça va arranger les choses. Donc, je suis en total accord avec ce que vous venez de dire, sauf que nous n'avons pas compétence dans le domaine du développement économique et donc de l'emploi. Alors, il faut vous adresser à vos amis du gouvernement. Monsieur Razabal, puis après Monsieur Palmade. Oui, vous l'avez dit, Monsieur le maire, nous n'avons pas compétence dans ce domaine-là, mais même si nous n'avons pas compétence, vous l'avez vu, notamment au BIGE, nous accompagnons énormément de jeunes, des accompagnements individuels. Et nous avons... Alors ça se fait au cas par cas, mais dans tous les endroits où nous accueillons des jeunes aujourd'hui sur le site de la ville, nous avons des animateurs aussi qui les accompagnent malgré tout, même si ce n'est pas la première de leur mission. Mais il y a cet accompagnement, il existe. Et notamment au bureau information jeunesse, il y a l'accompagnement sur la recherche d'emploi, sur, on l'a dit, le logement et la formation. Nous faisons tout pour que les jeunes qui viennent à notre rencontre ne soient pas précarisés. Monsieur Palman. Monsieur Craspail, oui, je souhaite vivement renverser la vapeur. Et je souhaite le faire sans polémique. Polémique à laquelle vous cédez, hélas. Vous me rafraîchissez la mémoire, dites-vous. Alors, il faudrait la rafraîchir complètement. Hein? Moi, je suis président de la politique de la ville depuis 1 an ou 2. Donc, ce n'est pas sous ma présidence que se sont passés ces événements et ce désengagement du GIP par rapport au centre dont vous avez parlé tout à l'heure. Peut-être savez-vous comment, par qui était pilotée cette opération tout à fait malsaine de votre point de vue. En tout cas, moi, il me semble qu'à l'époque, comme aujourd'hui, d'ailleurs, les décisions du GIP étaient prises quasi à l'unanimité. Donc, ce qui a été fait à l'époque, je l'assume, et je pense qu'il faudra que vous assumiez également les décisions qui sont prises aujourd'hui. Demain, pardon. Bien. Il n'y a pas de vote sur ce rapport. En tout cas, merci encore. Et je souhaite qu'il soit largement diffusé sur notre site et puis sur d'autres supports. Et nous ferons la même chose, y compris dans d'autres domaines, la politique à l'égard de la petite enfance, des seniors, des écoles, de l'éducation. Voilà, on fera la même chose. Bien, Monsieur Brunet, nous allons aborder les points qui concernent la Commission des finances. Je vous passe la parole pour la fixation des taux pour 2016. Merci, Monsieur le maire. Je le fais sous l'œil vigilant des déontologues. Alors, le premier point relevant de la Commission des finances, c'est la fixation, la fiscalité directe locale, la fixation des taux pour 2016. Bon, je ne vous refais pas la présentation du mode de calcul du produit fiscal. Vous savez que chaque année, nous attendons la notification des bases d'imposition des 3 taxes ménages. J'en dirai quelques mots en fin de ce rapport. L'état fiscal relatif aux bases d'imposition des 3 taxes ménages, que sont, je le rappelle, la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, notifiées pour 2016, se résume aux chiffres que vous avez sous le tableau sous les yeux. Je dirais seulement que les bases de taxe d'habitation varient de 1,10%, taxe foncière bâtie de baisse de 0,10%, et la taxe foncière non bâtie, c'est epsilon par rapport au reste, plus 3,52, mais c'est assez epsilonesque. Le produit assuré de la fiscalité directe locale en appliquant les taux de 2015 aux bases prévisionnelles 2016 s'élèverait à la somme de 26 931 168. Or, je vous rappelle que le produit attendu pour équilibrer le budget hors allocation compensatrice et après ajustement par décision modificative s'élève à 27 200 480.
Donc le produit fiscal complémentaire tel que nécessaire à l'équilibre du budget s'élève donc à 269 312 en restant dans l'épure de ce que nous avons adopté et qui a été modifié, je viens de le dire. Donc ainsi, il convient d'appliquer au taux d'imposition 2015 un coefficient de variation proportionnel donc, qui est de 1,01, ce qui veut dire que c'est une variation des taux de 1%. Alors, la Commission des finances a examiné tout ceci le 1er avril dernier. Il est donc proposé au Conseil municipal d'arrêter le produit attendu des 3 taxes ménages nécessaires à l'équilibre du budget 2016 à la somme de 27 200 480 €, d'adopter les taux suivants, donc majorés de 1%, donc 21,46% pour la taxe d'habitation, 29,72% pour la taxe foncière bâtie et 86,05% pour la taxe foncière non bâtie, ce qui donne le produit fiscal attendu que vous avez en bas du tableau, 27 196 877. Mais tout ceci, vous l'aviez sous les yeux. Je voudrais quand même appeler votre attention et insister sur 2 éléments. D'abord, on a mais les mathématiciens sauront l'apprécier mieux que moi. Vous savez que la somme des arrondis n'est jamais égale à l'arrondi de la somme. Donc la pratique des arrondis sur les taux de référence produit un léger écart de produit fiscal attendu de peu plus de 3 600 €, ce qui n'est pas fondamental. En revanche, je vous ai dit que par rapport aux bases prévisionnelles notifiées, nous avons besoin d'un produit fiscal complémentaire de 269 312. Or, nous avons une incertitude sur ces bases prévisionnelles puisque l'estimation faite par l'État a été annoncée par lui-même, l'État, comme légèrement surestimée. Donc nous ne savons pas exactement de combien elle sera en définitive, mais nous savons d'ores et déjà qu'elle sera moindre. Donc ce qui veut dire que ça fait un coefficient de minoration du produit fiscal attendu, du fait des difficultés de calcul faisant suite à l'instabilité de la législation fiscale en matière d'exonération. Je vous promets, ce n'est pas une plaisanterie, c'est-à-dire que c'est l'État qui nous dit ça, c'est-à-dire que c'est l'État qui est lui-même l'auteur d'une des plus grandes instabilités fiscales et législatives qui soit en Europe, et c'est l'État qui dit lui-même, je ne peux pas vous donner des prévisions tout à fait exactes, parce que cette instabilité que j'ai créée moi-même fait que je ne suis pas en mesure de vous donner des bases prévisionnelles suffisamment fiables. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elles seront moindres que ce que je vous donne aujourd'hui. En conséquence, ce produit réel sera moindre que le produit attendu. Par ailleurs, depuis que nous avons élaboré la décision modificative numéro 2, que nous allons débattre dans quelques instants, qui déjà actait une baisse de 93 571 des allocations fiscales compensatrices pour 2016 par rapport à ce qui était initialement annoncé, nous avons une notification qui fait que la dotation globale de fonctionnement, si on cumule la part forfaitaire, la DSU et la dotation nationale de péréquation, devrait en réalité être inférieure de plus de 208 000 € par rapport à ce qui nous avait été notifié pour l'élaboration du budget primitif 2016. Donc vous voyez que ce que nous soumettons à l'approbation du conseil municipal ne suffira pas à compenser ce qu'on ignore encore de ce que seront réellement les bases telles qu'elles nous sont annoncées et ne couvre pas ce qui vient de nous être notifié et qui devra faire l'objet d'une décision modificative numéro 3 lors du prochain conseil municipal. Et monsieur le maire, sans vouloir jouer les Cassandres, parti comme c'est parti, je ne suis pas sûr que nous soyons à l'abri de prochaines mauvaises nouvelles de la part de ce gouvernement. Ce qui veut dire que, monsieur le maire, mes chers collègues, et j'en ai fini avec ce rapport, il est proposé donc au conseil municipal d'adopter la fixation des taux pour 2016 de la fiscalité directe locale telle que je viens de vous les énoncer. Merci, monsieur Brunet. Madame Pham. Merci, monsieur le maire. Je vais reparler un petit peu en termes de recettes de fonctionnement. Par rapport à ce que vous venez de dire, monsieur Brunet, vous avez parlé de la DGF et vous avez parlé de la DSU, c'est-à-dire la dotation, cette péréquation verticale de l'État qui est versée pour les villes qui s'appauvrissent, qui ont des revenus plus faibles. Mais je crois que vous avez oublié quelque chose, parce que moi, quand je fais le compte DGF moins DSU, effectivement, il manque 160 217 €.
Mais, et le fonds de péréquation intercommunale et communale, le FPIC, qui vous apporte du Grand Tarbes, qui vous apporte 159 838 €, celui-là, vous l'avez oublié. Donc, on est à peu près à zéro. Alors, quand vous dites, M. Craspail, qu'on se décharge, on se décharge, je rêve, parce que finalement, on est à zéro. Donc, l'État plus le Grand Tarbes vous donne ce qui manquait. Par contre, votre produit fiscal attendu pour équilibrer votre budget, effectivement, c'est 269 312. OK, mais quand je regarde ça, une fois de plus, ça correspond à peu près à la dotation exceptionnelle qu'on a donnée à la CEMI, 220 000. Donc, une fois de plus, c'est des choix qui sont faits. Ce sont des choix qui sont faits. Et on pourrait rajouter, on demande à la population donc tarbaise, donc à ceux qui paient les impôts sur Tarbes, on leur demande de payer un peu plus d'impôts. Mais si on fait ça pour la CEMI, je ne vois pas pourquoi seuls les Tarbais devraient faire ce type d'effort. Donc je pense que vous pouvez réduire les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Quand on a un budget de 96 300 000 €, je pense que trouver 269 000 €, c'est possible. Et d'autant plus qu'avec les derniers chiffres de la commission administrative sur les listes électorales, on voit qu'on perd un certain nombre d'électeurs, 184 départs, 86 décès. Donc la population, elle va devoir aussi payer ce manque-là. Donc je pense qu'on pourrait revoir ces choix et revoir ces recettes, et qu'on pourrait réduire ces dépenses de fonctionnement et d'investissement. Ça a déjà été dit quand on a parlé du budget. Monsieur Lagonel, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Moi, sincèrement, je regrette qu'à l'heure où le conseil départemental et le Grand Tarbes n'ont pas augmenté les taux, on fait cet effort par rapport à la population. Moi, je regrette que seule la ville de Tarbes les augmente. C'est un regret. Le deuxième regret, je pense que d'augmenter la taxe d'habitation de plus de 1%, c'est un mauvais message qui est envoyé à la population. On sait que Tarbes perd environ 500 habitants chaque année. Et je pense que c'était un signe fort envoyé à la population de dire « Regardez, on n'augmente pas la taxe d'habitation ». Bon, tant pis, ce signe a été manqué. J'espère que dans les années à venir, ce signe sera envoyé. Y a-t-il d'autres interventions? Je soumets cette délibération à votre approbation. Ceux qui sont contre, le manifestent en levant la main. L'opposition est contre, la majorité est pour. Proposition adoptée.